Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale d'Entre deux News consacrée à la présidentielle ivoirienne. Ce soir, nous nous intéressons au projet de société du candidat Jean-Louis Billon, candidat du Congrès démocratique, entendez le code, intitulé La Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et souveraine, un document ambitieux qui propose une nouvelle vision de notre pays fondée sur trois grands principes: la réconciliation nationale, la justice sociale et la souveraineté économique. Nous avions invité le porte-parole du candidat Jean-Louis Billon et afin de nous éclairer bien sûr sur ce programme de société. Malheureusement, il n'a pas pu être présent à ce débat ce soir pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais le débat se tient néanmoins avec nos consultants pour décrypter toutes ces dimensions politiques, économiques, sociales et diplomatiques. Nous recevons ce soir nos analystes et consultants habituels. Aouma Gueye-Lakba, analyste sociopolitique, bonsoir. Bonsoir Sidik. Jacob Ekissi, bonsoir, juriste et analyste politique. Bonsoir Sidik. Et à ma gauche, Michel Beta, journaliste DG du quotidien Le Bélier, bonsoir à vous. Bonsoir Sidik. Nous serons rejoints dans quelques instants par un autre consultant, analyste politique, en la personne d'Éric Bayala. Mais avant, je vous amène à suivre cet élément de la rédaction signé Diane Amon qui revient sur le parcours de Jean-Louis Billon. C'est maintenant. Il est connu comme un grand homme d'affaires en Côte d'Ivoire, à la tête d'un empire dans l'huile de palme, le sucre et le caoutchouc. Lui, c'est Jean-Louis Billon. Mais derrière le costume d'entrepreneur, il y a aussi l'homme politique. Issu d'une grande famille, Jean-Louis Billon a grandi dans un environnement marqué par le travail et l'entrepreneuriat. Son père, Pierre Billon, était un homme d'affaires influent qui a fortement contribué à l'histoire de l'entreprise familiale. Sa mère Rose est connue pour son engagement social. C'est cet héritage familial qui a façonné le parcours de l'homme, son esprit d'entreprise d'un côté et le souci des autres de l'autre. Marié et père de famille, il se présente aussi comme un homme attaché aux valeurs de transmission et de responsabilité. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 330 milliards de francs CFA, ce qui fait de lui l'un des hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Son acharnement et sa volonté de bien faire les choses l'ont naturellement conduit à se démarquer au sein de sa formation politique, le PDCI-RDA. Il s'y fait rapidement remarquer par son désir de réforme. Ses positions ont séduit certains, mais ont dérangé de nombreux cadres du parti. En 2020, il crée la surprise en annonçant sa candidature à la présidentielle face à feu le président Henri Konan Bédié, patron du parti depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Mais sous pression, il finit par retirer sa candidature au profit du Sphinx de Daouko. La tension monte à nouveau en 2023 lorsque le PDCI-RDA choisit Tidiane Thiam comme président du parti, puis candidat en avril 2025 pour la présidentielle. Billon conteste ses décisions tout en maintenant son ambition de diriger la Côte d'Ivoire. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle, 18 micro-partis et mouvements politiques s'unissent autour de lui pour soutenir sa candidature à travers un nouveau mouvement politique, le Congrès démocratique. Si cette décision lui vaut une convocation devant le conseil de discipline du PDCI pour insoumission aux décisions du parti, pour ses soutiens, il est au contraire le seul qui ose dire la vérité et défendre le respect des textes. Jean-Louis Billon, lui, est clair: je ne suis pas l'ennemi du PDCI-RDA. Député élu de la Nation pour la circonscription de Dabakala depuis 2021, l'honorable Billon est le seul élu de son parti politique dans le nord du pays. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Bien avant d'aborder des questions sur son programme de société, à tout drôle, vous allez faire un commentaire sur l'émission Face aux électeurs de la chaîne nationale qui a vu le passage de Jean-Louis Billon avant-hier. On commence par vous, Jacques Aouma Gueye-Lakba. Merci Sidik. Je voudrais d'abord, avant tout propos, saluer nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. Alors nous avons suivi avec intérêt le candidat Jean-Louis Billon, candidat du Code, qui n'est malheureusement pas le candidat du PDCI, mais le candidat du Code, parce que sa candidature a été portée par cette plateforme. Moi, j'ai vu un Jean-Louis Billon à l'aise, décontracté sur le plateau, un candidat, on sent dans son discours, on sent dans son approche quelqu'un qui a investi le terrain, qui a beaucoup tourné. On l'a vu même avant cela, il a fait beaucoup l'intérieur du pays, Abidjan aussi, il a beaucoup tourné, donc il s'est imprégné des réalités du terrain. Il était aussi préparé depuis de longues années. On l'a dit tout à l'heure dans l'élément, depuis 2020, il avait déjà annoncé une fois son intention de candidature, mais le président Bédié étant là après, il a dû désister. Et 2025, il est allé coûte que coûte, vaille que vaille, en tant que candidat, ce qui lui a coûté le fait de ne pas pouvoir
se conformer aux dispositions de son parti, ce qui fait de lui aujourd'hui un paria, un rebelle vis-à-vis de ses anciens amis du PDCI. Il y a un élément aussi que je peux noter avant d'entrer dans les détails, qu'il a été aussi un peu offensif politiquement contre ses ex-amis de sa famille politique et même au-delà du PPACI et donc du grand Front commun. On pourra revenir dans les détails. Donc voilà déjà de façon ramassée les premières intentions, les premières impressions que j'ai eues côté communication aussi. Au-delà du plateau, on le voit un peu partout. Il s'est investi sur le terrain, on voit bien ses affiches et tout ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a été préparé. Maintenant, reste à savoir dans le fond, dans les questions techniques, est-ce que Jean-Louis Billon peut relever le défi? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Bien, Jacob Kissi. Alors, c'est-à-dire qu'on a eu affaire à un Jean-Louis Billon qui s'est vendu, donc qui a vanté ses mérites. Jean-Louis Billon nous a fait comprendre qu'il est maire, il a été maire, membre du Conseil économique et social, président de la Chambre du commerce et de l'industrie, ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, président du Conseil régional et député. On a eu un Jean-Louis Billon qui avait de l'assurance, qui avait beaucoup d'assurance et qui maîtrisait les questions microéconomiques. Ça, particulièrement, il maîtrisait les questions microéconomiques. On parle de l'employabilité, la question du chômage. Il n'est pas allé très en profondeur, mais c'est quelqu'un qui maîtrise quand même le dossier économique, certainement pour avoir été ministre et pour être aussi un acteur majeur de l'économie en Côte d'Ivoire. Mais pour moi, c'est une option qui n'est pas très loin de la gouvernance RHDP. Parce que quand j'ai écouté Billon, je n'ai pas vraiment vu la rupture au niveau des questions économiques, des questions sécuritaires, même si là, il a parlé de l'AES. Je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Mais c'est surtout Jean-Louis Billon, un candidat qui a beaucoup d'assurance et qui, comme l'a dit beaucoup de débatteurs, a investi effectivement le terrain. Bien. Michel Betta. Oui, il faut dire que Jean-Louis Billon, c'est un acteur majeur quand même de la scène politique ivoirienne. Il a rappelé un peu son brillant parcours en tant qu'élu local et aussi, bien entendu, au sein de la Chambre de commerce et d'industrie. Sur le terrain, au-delà, dans l'opposition, les affiches qui sont vues en dehors de celles du président sortant, Alassane Ouattara, c'est bien sûr celle de Jean-Louis Billon. Il est sur le terrain depuis des années. Et plusieurs années déjà, il avait marqué sa volonté d'être candidat. Donc, il est sur le terrain, il parcourt les villages. Il a fait remarquer lors de son intervention à l'émission face aux électeurs. Maintenant, ce que moi, j'observe, c'est-à-dire c'est un Jean-Louis Billon qui, comme l'a dit l'autre, n'a pas véritablement marqué la rupture avec le pouvoir en place. Sur le plan économique, même, je l'ai senti un peu réticent à porter la critique jusqu'au fond. Il est resté un peu très superficiel, alors que ce que les Ivoiriens observent face à la cherté de la vie, face à la question du logement, face à la question des transports en commun et toutes ces questions, il faut réorganiser et tout cela. Jean-Louis Billon est resté plutôt, pour ma part, un peu plus évasif pour quelqu'un qui calangue. Pour quelqu'un qui calangue, il faut rompre. Parce que si tu calangues, tu ne peux pas vouloir être le plan B d'un plan A qui est là. Tu vois, là, ça te pose déjà un problème parce que les gens ne laisseront pas le A qui est là. Parce qu'il n'est pas là, au moins, ça se comprendra. Mais il est là et puis tu veux qu'on te choisisse en tant que B. Je pense que là, c'était un thinking qui était mal coqué et je pense que sa communication va corriger ça pour ne pas qu'on pense que Jean-Louis Billon veut remplacer quelqu'un qui est déjà là. Et là, ça sera difficile pour lui de capter des voix avec ces gens de... Bien, maintenant nous allons parler de la vision politique de l'homme, sa philosophie et la cohérence de son projet. On commence par vous, Michel Betta. Quelle lecture vous faites de la vision générale du programme de société de Jean-Louis Billon? Est-ce que vous voyez une ambition réaliste ou irréaliste dans ce programme de société? D'abord, je vais partir de son premier point, c'est-à-dire la réconciliation. Bon, je me dis, Jean-Louis Billon, déjà en porte-à-faux avec lui-même son parti, je crois qu'il sera difficile pour lui de pouvoir réconcilier, même s'il n'a pas pu se réconcilier avec les membres de son parti. Maintenant, en matière de développement et économique, moi, personnellement, au-delà même de sa prestation télévisuelle, j'ai pris le temps de lire son programme. Et quand j'ai vu son programme, j'ai dit il est un peu au stade, en matière économique, de stade de mesurette. Il a qualifié la démarche du RHDP dans la lutte contre la pauvreté
Il a parlé de quoi? De remèdes de lutte contre la pauvreté. Bon, il aurait pu proposer autre chose que des remèdes, parce que les remèdes, ça ne donne pas la pérennité de ces projets de lutte contre la pauvreté-là, et il l'a fait remarquer dans son programme de société. Maintenant, quand lui-même propose, Jean-Luc Bion qui dit comme ça, vouloir mobiliser pour la diaspora et choses, 1000 milliards en 5 ans. J'ai dit, mais on est à 17 000 milliards. Il n'a pas dépassé l'échelle de sa société, de son entreprise en tant que chef d'entreprise, parce que son entreprise peut mobiliser 1000 milliards en 5 ans. Mais la Côte d'Ivoire, 1000 milliards en 5 ans, ça ressemble plus à des bagatelles qu'à des réelles mesures. Il parle de pression fiscale qui est à 12%, lui veut l'amener à 17%. Déjà même, les gens sont en train de se plaindre de la pression fiscale. Ils estiment que c'est un peu trop, que les entreprises sont harcelées pour faire face aux impôts. Et là, Jean-Luc Bion promet la pousser encore plus à 17%. Il parle de mobiliser, bon, vraiment, sur les questions en matière de logement, c'est un point que j'ai admiré, mais je me suis demandé comment il va le faire. Il dit qu'il va mobiliser des ressources pour financer des logements sociaux sans apport initial. Ouattara nous avait promis des logements à 25 000, il a fait 15 ans, il n'a pas pu arriver. Moi, je me demande comment Bion compte faire pour mobiliser des logements sociaux sans apport initial. Bon, toutes ces questions-là, vous pensez que la Côte d'Ivoire n'a pas de ressources pour pouvoir financer ces projets-là? Non, vous savez, le budget qui est actuellement opérationnel, c'est un budget qui en matière de recettes, il épuise tout. Hein. Il épuise tout, c'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire mobilise 17 milliards l'année, comme l'a dit Mamadou Coulibaly, on bouffe notre blé en herbe. Donc la Côte d'Ivoire même ne garde pas, elle ne garde rien. Donc chaque année, il faut mobiliser le budget avec les aides extérieures et tout cela, et les impôts intérieurs, pour pouvoir faire face aux dépenses. Donc, tout est utilisé. Maintenant, quand toi, tu veux mobiliser d'autres ressources pour ajouter au budget, mais il faut mobiliser suffisamment pour faire face aux charges que tu veux. Parce que sinon, tu aurais dit, j'enlève ici, je mets là. Il a parlé aussi de vouloir, à un certain niveau, réduire les charges de l'État. Moi, je me suis dit, quelle charge? Il a parlé. Visiblement, il dit qu'il va réduire la médiature, il va supprimer le budget de la médiature. Je n'ai pas dit que ce n'est pas significatif, mais ça peut résoudre quel problème réel. Quand on est au niveau d'emploi, on est près de 8 millions de personnes en quête d'emploi, et plus même au-delà, parce que les chiffres réels, les chiffres que le gouvernement présente souvent sont des chiffres qui font fi d'un secteur qui est clé dans notre économie, c'est-à-dire le secteur informel. Donc tout cela mis ensemble, moi je dis, les mesures peuvent sembler belles, mais la réalisation, même en termes de finances, j'ai vu que Jean-Luc Bion n'a pas été au-delà d'un chef d'entreprise pour être encore un chef d'État. Parce qu'un chef d'État qui veut mobiliser 1000 milliards en 5 ans, je me dis, ça peut pas, vraiment, ça ne peut pas peser. Il parle de mobiliser, même en termes de ressources fiscales, il parle de mobiliser 3 000 milliards par an. Donc, je pense que 3 000 milliards ajoutés aux 17 000 milliards, 3 000 milliards ajoutés à 17 000 milliards, ça fait, parce que je ne pense pas qu'il va réduire le budget. Hein. Moi, personnellement, économiquement, je me dis, si tu veux venir, ce n'est pas pour réduire ce budget qu'on estime suffisant. Donc, tu vas ajouter à ce budget-là. S'il doit ajouter 3 000 milliards, on est à 18 000 milliards, à combien? 21 000 milliards. Bon, je me dis, avec ça, il compte faire quoi? Il va enlever où? Et puis, bon, faire tout cela. Bref, c'est des mesures qui, ma foi, ne me rassurent pas. Bien. Moi, mais ça ne me rassure pas et je pense qu'au plan économique, il doit proposer plus que ça. Bien, Jacob Ekissi, dans l'ensemble, voyez-vous un programme de société qui ne vous rassure pas également? Est-ce réaliste ou irréaliste? Le projet de Jean-Luc Bion n'est pas forcément irréaliste. C'est juste qu'on n'a pas bougé. Aujourd'hui, on parle d'alternance et d'alternative. Et les propositions du candidat Jean-Luc Bion ne sont pas très rassurantes dans la mesure où on a l'impression que c'est la continuité de la gouvernance du RHDP. Quand je prends la question de la souveraineté économique, il propose plus d'entreprises par le financement public. Vraiment, on a déjà vu ça, plus d'entreprises par le financement public, et ça ne marche pas du tout. Est-ce que Jean-Luc Bion a la meilleure recette pour aller au-delà du RHDP? Jean-Luc Bion nous propose donc, il dit qu'il va pratiquer la préférence nationale et le patriotisme économique. Comment ça va se faire dans un contexte de l'UEMOA et de la CEDEAO où de plus en plus on demande une convergence des politiques économiques? Ça sera très compliqué. Est-ce que Jean-Luc Bion va empêcher la pénétration du marché ivoirien? Il nous l'a dit pendant le débat que ce n'est pas le cas, mais comment va-t-il s'y prendre?
Jean-Luc Bion nous parle d'identifier les aspects compétitifs des régions et créer de nouveaux pôles économiques. Mais quels sont ces nouveaux pôles économiques? Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas été assez clair. Est-ce qu'on parle d'agriculture? Est-ce qu'on parle du textile? De quoi est-ce qu'on parle? Investir dans le textile. Bon, on a en face de nous un industriel et je pense que bon, il est dans sa logique. Contrairement aux autres candidats, au niveau de la fiscalité, il est allé un peu plus loin. On a un Jean-Luc Bion qui propose de réduire le niveau général des impôts. Et quand on réduit le niveau général des impôts, on s'inquiète. Mais là, il a une solution parce que Jean-Luc Bion nous dit qu'il va augmenter les recettes malgré la diminution. Pourquoi? Parce que lui, il va mettre l'accent sur la bonne gouvernance. Est-ce que Jean-Luc Bion va réussir le projet ou le pari de la bonne gouvernance? C'est une question qu'on se pose. Jean-Luc Bion nous dit qu'il est contre l'exonération fiscale. Et quand il parle d'être contre l'exonération fiscale, il dit surtout l'exonération fiscale qu'on fait au bénéfice des entreprises étrangères. Cela sous-entend que Jean-Luc Bion, une fois à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, il n'aura plus d'exonération fiscale. S'il n'y a plus d'exonération fiscale pour les entreprises étrangères, qu'en est-il de toutes ces entreprises locales? Est-ce que Jean-Luc Bion ne va pas mettre en place un système fiscal qui va arranger? Je pense que non, parce qu'il a été clair. Il a dit que l'exonération fiscale pour lui, c'est une erreur. Et je termine avec un Jean-Luc Bion qui nous parle de réduction à 15% de la TVA pour les entreprises qui payent régulièrement leurs impôts. On attend de voir. Moi, je pense que, et je le redis encore, Jean-Luc Bion, pour moi, n'est pas le candidat du RHDP, mais il est la suite logique de la gouvernance économique du RHDP. Je ne vois pas de changement. En dehors donc, de la question diplomatique avec l'AES, rien n'a vraiment bougé pour moi. Bien. Gaël Lacroix, est-ce que vous voyez une différence fondamentale de ce projet par rapport au programme des régimes précédents qui sont succédés en Côte d'Ivoire et même avec celui du RHDP en place? Mais, vous savez, les questions de gouvernance vont souvent avec l'idéologie. Et ce que mes prédécesseurs disent trouve sa justification. Le fait qu'on dise que son projet ressemble à celui du RHDP, ça trouve logiquement sa justification dans l'idéologie. Jean-Luc Bion est de droite. C'est un pur produit du PDCI qui finalement s'est déterminé dans les derniers mois. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a co-géré le pouvoir avec le RHDP entre 2011 et 2018. Donc c'est tout à fait normal que son programme soit encore à la couleur de ce que le RHDP a déjà proposé. Mais pour aller un peu plus loin sur les questions sociales, sur les questions de la vie chère et autres, Michel Bétal a dit, on sent qu'il est imprégné, il est allé sur le terrain, il a vu les réalités. Et quand vous allez sur le terrain, vous voyez les réalités, votre projet, au lieu d'être un projet libéral ou bien hyper capitaliste, est obligé de se transformer pour glisser vers la gauche, vers la politique sociale. Et donc, Jean-Luc Bion, sur certaines questions, en dehors de la fiscalité, de l'économie, de la formation, il réussit quand même à s'adapter sur le terrain. Parce qu'on aura affaire, si jamais Jean-Luc Bion est président de la République, on pourrait avoir affaire à une gouvernance mixte entre un pan de son programme qui serait carrément libéral ou de droite, et puis en fonction des réalités des populations, puisqu'il veut régler les problèmes, il sera obligé d'appliquer une autre idéologie qui serait de gauche. Alors, quand je finis de dire ça, je veux faire une précision, parce que pour nos téléspectateurs, parce qu'en même temps, le travail que nous faisons, il est pédagogique. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de candidats. Mais ces candidats-là, ils évoluent dans quel contexte? Ils évoluent dans le contexte selon lequel on a le RHDP qui a dirigé le pays pendant 15 ans. 15 années bien comptées. Et après la gouvernance du RHDP, les cadres du RHDP, bien sûr, diront qu'ils ont un bon bilan. Comment on apprécie ce bilan-là? On apprécie ce bilan relativement au diagnostic qu'on fait de la Côte d'Ivoire, de ce pays-là qui est le nôtre à nous tous. Donc moi, je fais un résumé des réalités de la Côte d'Ivoire en 10 points. Donc ce qui fait que si vous avez les 10 points, on peut dire les défis à relever après la gouvernance du RHDP, quand ces 10 points-là sont listés,
En fonction de ce que le candidat propose, on saura s'il est hors sujet ou bien s'il est en train de parler des problèmes des Ivoiriens ou pas. Alors, les 10 points, on a premièrement l'inflation et puis le coût de la vie. Deuxièmement, on a le chômage des jeunes qui demeure un problème. On a les inégalités sociales et régionales. On a la dette publique et la dépendance à l'extérieur. On a le système éducatif qui est en crise. On a le défi sécuritaire et puis la stabilité de la sous-région. On a la corruption et puis la gouvernance publique. On a la question foncière urbaine et puis l'anarchie qui règne. La question, on se souvient des questions de Kome Bakari et tout ce qui se passe. Ce n'est pas seulement la question de Kome Bakari, mais ce sont les grands thèmes que je suis en train de citer. Donc, il y a la question de la question foncière, il y a la transition énergétique et puis l'écologie. Et puis, finalement, on a aussi la cohésion nationale et puis le vivre ensemble. Donc, quand on a ces 10 grands thèmes-là, normalement, chaque candidat doit pouvoir parler de ces thèmes et proposer des solutions. Quand je prends le projet de Jean-Luc Billon, j'ai vu qu'il a axé autour de... Il y avait 10 éléments, mais j'ai pu trouver 6. Mais si on veut même essayer de mettre ensemble les 5 points que j'ai pu dégager, peut-être qu'on aura en réalité 3. Il s'est beaucoup appesantí sur la souveraineté économique via l'industrialisation. Il souhaite un investissement massif dans l'éducation, la santé, la formation pour les jeunes. Il souhaite la cohésion sociale, la justice, le dialogue, la réconciliation. Il souhaite le développement équilibré des territoires. C'est dit que quand on parle d'inégalité entre les différentes régions, on voit qu'il y a, quand vous êtes à Abidjan et les autres villes de l'intérieur, il y a une certaine différence. Et puis, il parle aussi de gouvernance, de transparence, de la lutte contre la corruption. Alors, sur le débat, parce qu'en même temps, ce n'est pas tous les sujets qui ont pu être traités lors du débat. Sur le débat, ça a beaucoup tourné autour de la réconciliation. Si on doit donner notre point de vue, M. Billon n'est pas celui qui peut réconcilier les Ivoiriens. Pas parce que c'est sa personne, non, parce qu'il a un rôle dans ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire à un certain niveau, à un tournant. Pourquoi aujourd'hui le président du RHDP n'a pas réussi? C'est parce qu'il a été acteur. Quel que soit ce qu'il fait, l'autre camp ne va jamais reconnaître. Pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens, il faut quelqu'un qui ne soit pas acteur. Or, M. Billon lui-même, il est acteur. Et puis au-delà de cette grosse crise ivoirienne, lui-même, encore, il a un problème aussi. À vous attendre, cette réconciliation tant souhaitée n'aura donc pas lieu maintenant? C'est pas évident, on le voit. Parce qu'ils sont tous acteurs. Ils sont tous acteurs, on le voit. C'est pas évident. Si aujourd'hui, ceux qui sont dans l'opposition prennent le pouvoir, est-ce que vous êtes sûr que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils seront dans l'opposition, ils vont accepter le fait que ceux qui sont aux affaires font la réconciliation? C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont été trop acteurs dans cette crise ne sont pas bien placés. Bien. Ce n'est pas seulement le fait de monsieur Billon. Bien, on va s'arrêter sur ce point, on reviendra. Alors, Michel Betta, est-ce que vous partagez cet avis? Et Jean-Luc Billon n'est pas ce candidat ou ce profil qui pourra bien réconcilier les Ivoiriens? Non, moi, en termes de réconciliation, c'est plus ce que vous proposez. Ce n'est pas, en fait, votre implication. Mais quand vous lisez son programme, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est une bonne solution? Dédommager ceux qui ont subi un certain déshydratat, certaines situations désastreuses pendant la crise. Il a dit lui-même n'a pas été approché par tous les comités mis en place, parce que lui-même a subi, en tant que chef d'entreprise, a subi beaucoup de dommages, mais il n'a pas été approché. Mais pour ma part, moi, je me dis que, en fait, Jean-Luc Billon a un handicap sur le fait de la réconciliation. Peut-être qu'il pourra le réussir par sa démarche, parce que l'handicap qui est contre lui, qui milite en sa défaveur, c'est lui-même son camp. Aujourd'hui, il n'a pas pu rassembler au sein du PDCI pour mobiliser... Mais il a récemment, sur un média international, demandé à son frère Tidjane Thiam de surpasser leurs différents égos et se réconcilier. Quand tu le fais de la manière dont Billon l'a fait,
je pense que ça ressemble plus à un slogan de campagne qu'à une volonté réelle. Parce que la réconciliation avec quelqu'un que tu as traité de tous les noms, ça mérite une autre image que les médias, simplement les médias. Je me suis demandé, mais est-ce qu'il a envoyé des émissaires vers ce dernier? Parce qu'avant de même de le dire, il faut avoir envoyé des émissaires, mais je n'ai pas l'information. Bon, pour l'instant, je m'en tiens à ces propos. Mais je dis que tout ce que aujourd'hui devra militer en faveur de la réconciliation, il faut vraiment la méthode. La méthode, en son temps, la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, avait proposé certaines solutions, mais le président Ouattara ne les a pas mis en œuvre et ça a entraîné même le courroux du président de la CDVR en son temps, je parle de pas de feu, le gouverneur Charles Konan Banny. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, il faut de la volonté, de la réelle volonté de réconcilier les Ivoiriens. Et ça, vraiment, je crois que Bion, Bion, je ne vais pas présager de ce qu'il est réellement, puisque la personne, mais je veux dire, s'il a de la volonté, et vraiment une réelle volonté de passer au-delà de ces frustrations que lui-même a connues, puisqu'il dit n'avoir même pas été approché pour être remboursé, je crois qu'il peut quand même enclencher cette œuvre de réconciliation-là, de sorte que les Ivoiriens, pour une fois, arrivent à un consensus national. Et il a parlé de mettre ça en priorité et de rendre ça permanent, ce comité de dialogue-là, permanent. Mais moi, je ne suis pas trop au niveau des... Je vais m'appesantir un peu sur le volet économique de la gouvernance de Bion que Bion propose. Il y a des questions essentielles, peut-être que le franc CFA. Sur la question, M. Bion est resté vraiment plus évasif. Moi, je dis, voilà des candidats qui arrivent. Quand tu es candidat, toi, tu veux calanguer pour changer, pour transformer. Il faut être précis. Parce que ce n'est pas quand tu vas venir maintenant, tu vas chercher des solutions. Il faut que tes solutions-là, quand on les voit, on dit, ah, ça là, si c'est appliqué ici, ça va aller. Mais tu me dis maintenant que quand tu vas venir, c'est là, tu vas réunir les gens pour se prononcer sur le franc CFA. Ce n'est pas courageux, ce n'est pas déterminant. Une des forces qui a fait la force du PASTEF, c'est sur ces questions-là. Le PASTEF au Sénégal, il s'est prononcé clairement. Il a dit, voilà, il va faire la rupture de sorte que la souveraineté économique soit une réalité. Et ça, si vous n'osez pas le dire, et puis proposer des solutions concrètes, je pense que les populations auront du mal à vous suivre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis, on va faire travailler de nombreux jeunes, on va développer ça, mais on retrouve ça un peu partout dans tous les programmes. Moi, j'ai parcouru un peu tous les programmes des candidats, j'ai vu des similitudes qui, ma foi, qui ne sont... Un point même qui est terrible, ce n'est pas chiffré. Des similitudes qui ne sont pas chiffrées. Mais quand tu dis, je vais faire ça, il faut dire où tu vas prendre l'argent, tu vas le faire. C'est ça qui va crédibiliser ton projet. Sinon, tant que tu dis, je vais le faire, on se dit, tout le monde peut dire, je vais le faire. On a un budget, le budget ivoirien, là, toutes les affectations sont écrites. Donc, quand toi, tu dis, je vais faire ça, il faut dire, je vais enlever ça ici, je vais enlever pour lui là. Parce que lui là, il sent qu'il n'est pas important. Il faut rendre la question économique assez saisissable par l'Ivoirien lambda. Et moi, je pense que ça a un pan qui manque beaucoup dans les programmes que j'ai pu lire. Bien. Alors, Jacob Ekissi, comment vous évaluez la cohérence entre les 5 piliers du programme de société de Jean-Louis Billon? On va parler économie, capital humain, cohésion, territoire et gouvernance. Je pense qu'il y a un rapprochement entre toutes ces, ou si vous voulez, tous ces aspects que Jean-Louis Billon évoque dans son projet. Mais je voudrais revenir sur la question de la réconciliation, si vous me permettez. Allez-y. La douleur de la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est l'impunité. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Il y a eu des guerres. Il n'y a pas eu de forum de réconciliation. Les acteurs politiques majeurs ne se sont pas assis pour se parler. Et quand vous regardez aujourd'hui la question... Il y a eu des rencontres entre Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. C'est-à-dire que vous avez connu le forum de la réconciliation. Bien sûr. Quand vous avez connu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire le forum de la réconciliation et que vous parlez d'un tête-à-tête entre deux individus qui représentent moins d'1% de la population, vous voyez qu'il y a un problème. Donc la question... C'est les grosses têtes de la... Le forum de la réconciliation nationale en 2000. Si. Non. Après ça, on a eu encore la... Non, ne le vois pas comme ça. Moi, je vais intervenir dessus. Juste un point. Vous allez revenir. Vous savez, le Forum de la réconciliation a énuméré un certain nombre de mesures à appliquer
pour que la réconciliation soit effective. Est-ce que ces mesures ont été appliquées? Mais c'est la même chose qui s'est passée à la CDVR. Parce que quand on finit... Non, je dis que les mesures existent. La CDVR a fini son travail. Elle a proposé. Mais quand le président refuse de les appliquer, c'est le même cas en 2000 après le forum de la réconciliation. Quand on a fini, on a refusé d'appliquer les mesures éditées par le comité scientifique du forum. Parce que ces mesures, si on les avait appliquées, elles nous auraient évité beaucoup de choses. Bien, allez-y rapidement, et puis Jacob est ici. Je suis en train de dire, puis je vais laisser Jacob continuer, je suis en train de dire que le truc, ce n'est pas de faire le forum de la réconciliation nationale, ce n'est pas de mettre en place la CDVR, ce n'est pas de faire des rencontres, dialogue politique. Mais Jacob et qui parle de l'impunité. Ce sont les hommes, voilà, ce sont les hommes. Il faut qu'il y ait la volonté. Sinon, on va beau faire les rencontres, on finit d'interroger les gens finissent de se plaindre, et puis on ne veut pas appliquer. C'est ça que bien. Qu'en est-il? Merci, Jacques. Allez-y, Jacob est ici. Qu'en est-il de la question de l'impunité, justement? Qu'en est-il de la question de l'impunité? Non, les uns et les autres estiment que la justice prend son temps. Sinon, ce n'est pas définitif. D'accord, il y a bien peur qu'on ne se comprenne pas. D'accord. Je suis en train de dire que ce que vous dites n'est pas juste. Oui, je comprends. Je suis en train de dire qu'il faut dépasser la réflexion à ce niveau. Il ne s'agit pas simplement que les Ivoiriens se réunissent autour d'une table. Quand on se réunit autour d'une table, c'est qu'on a comme solution, il faut qu'on puisse appliquer. Effectivement, si on finit et que derrière, il y a l'impunité qui traîne encore, c'est qu'on n'est pas encore prêt à aller à la réconciliation. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un début. C'est important de passer par cette étape. Nous sortons d'une guerre en 2010-2011. Si les acteurs et les Ivoiriens s'asseyaient et parlaient, c'était un début de réconciliation. Vous voyez, la question de la réconciliation, elle va au-delà des hommes. Je le dis pourquoi. Aujourd'hui, nous parlons de renouvellement de la classe politique. Je vous assure, même s'il y a un renouvellement de la classe politique, c'est l'héritage, l'histoire, c'est un héritage. Et vous allez vous retrouver avec des plus jeunes qui font désormais la politique, qui sont sur la scène politique, mais qui reprennent les mêmes velléités qui ont déjà existé. Donc, au-delà de la personne de Billon, je pense que la réalité, c'est que les gens n'ont pas envie d'aller à la réconciliation. Les gens ont envie de régler leurs comptes les uns aux autres. Et c'est ça le véritable problème. La volonté, elle n'existe pas. Les Ivoiriens veulent se réconcilier. Et vous le savez très bien. Dans les marchés, il n'y a pas de problème. Mais la réconciliation va au-delà de ça. On nous dit qu'on est réconcilié parce qu'on se salue. Mais regardez tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de nous. Tout ce qui est en train de se passer autour de nous. La réconciliation était là et elle cachait toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous voyons. C'est bien dommage qu'on n'ait pas réussi à réconcilier les Ivoiriens. Mais je vous assure qu'il faut aller au-delà des personnes. Et il faut penser que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, en tant qu'Ivoiriens, nous avons l'obligation d'enterrer tout ce qui s'est passé durant ces 10, ces 15 dernières années. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et sur cette question, je pense que nos candidats ont été génériques. Moi, je le dis tout le temps. Ils ont été génériques. C'est toujours des phrases, c'est toujours des projets, des propositions qui ne sont pas véritablement creusées dans le fond. Donc, on est resté superficiel dans les projets à parler de cohésion, cohésion, cohésion. On parle de Jean-Luc Billon qui parle de réforme des régulateurs sociaux. C'est un bon projet, mais que Jean-Luc Billon nous explique. J'aurais bien aimé que le représentant de Jean-Luc Billon soit là pour qu'il nous éclaire sur cette question-là. Et il dit qu'il va faire rentrer les exilés. Aujourd'hui, on a combien d'exilés? Ils existent. Mais après, ça va faire rentrer les exilés. Ça a existé, mais pas de réconciliation. Donc, ce n'est pas la solution. La solution est au-delà. Il faut que les gens aient la volonté de s'asseoir, de s'écouter, de s'entendre et de situer les responsabilités. C'est là le problème. Bien. Michel Betta. Oui, c'est vrai, c'est un problème très, très important. Parce que quand on voit même ce qui se passe aujourd'hui, malgré les interdictions des marches, malgré les lois qui sont prises contre certains acteurs politiques qui ont manifesté, mais les grabuges continuent. Les grabuges continuent, c'est-à-dire que les gens ont du ressentiment dans le cœur. Ils ont du ressentiment dans le cœur et moi, j'avais foi, honnêtement, à ce que le président de la République, qui est le garant de l'unité nationale, puisse prendre des mesures pour dissiper
c'est profond malentendu qui sont entre les Ivoiriens. Mais malheureusement, on est encore en train de parler de réconciliation. Après 15 ans de gouvernance, je crois qu'il y a un pan d'échec sur ce volet-là et il faut qu'on le corrige. Et tous les acteurs se sont engagés. Espérons que celui qui sera élu, contrairement au RADP qui ne s'y est pas engagé, parce que quand j'ai écouté son représentant... Mais pour eux, la réconciliation est faite, il y a pas de problème. Moi, j'ai été un peu écœuré. J'ai été un peu écœuré, pourquoi? Parce que, je vais dire ça en un mot. Vous savez, je ne crois même pas que ce soit comme ça le président pense. Parce que le président ne peut pas dire cela. Bien, mais le RHDP estime que les Ivoiriens sont réconciliés. Je le dis pourquoi. Vous savez, on a quitté en 90, après les émeutes, où il faut arrêter tout le monde. Mais les institutions fonctionnaient. Les institutions fonctionnaient. Les institutions existaient. Mais il a entamé le dialogue. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait des mécontents. Ce n'est pas parce que les institutions n'existent pas qu'on dialogue. Mais ce à quoi le RDP fait référence, et c'est là que j'ai chuté, mais c'est comme si on devait s'affronter forcément pour aller à un dialogue. Non, on n'a pas besoin de s'affronter. Même en étant en train de causer, on peut aller à un dialogue pour sortir des choses. Quand tu descends, quand on voit le mécontentement quelque part, on peut aller à un dialogue. Rapidement, avant la pub, la question, puisqu'il s'agit du RHDP et de la réconciliation sur la question, on lui a posé la question de savoir relativement au dialogue que l'opposition a toujours demandé tout. Il a été clair. Il dit qu'il y a eu jusqu'à 5 phases du dialogue et que les différents points qui ont été abordés étaient nombreux. Ils ont été réalistes en se disant qu'on ne peut pas tout épurer dans ce dialogue-là. On va régler certains et les autres, ce sera maintenant aux institutions de prendre le relais. Donc pour eux, ils sont dans une logique on est dans une république, on s'est assis déjà, on a eu un certain minimum. Maintenant, le reste là, comme on est d'avis que nous sommes une république et que les institutions fonctionnent, il y a l'Assemblée nationale, il y a la justice et tout qui est là. Donc, s'il y a des points où l'opposition n'est pas d'accord, les institutions là peuvent gérer. Mais sauf que l'opposition, de côté, ne fait pas confiance à ces institutions et on est toujours dans l'air. Quelle est son analyse par rapport à cette façon de voir? Votre analyse, quelle est votre analyse par rapport à je suis sur mon analyse pour dire qu'effectivement, le RADP dit que les institutions sont là, ce sont ces institutions-là qui doivent continuer. Mais de l'autre côté, ceux avec qui on doit se réconcilier ne font pas confiance à l'institution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est bloqué. Non, moi, je pense que là, vous faites la situation. Vous faites un état des lieux. Mais est-ce que vous trouvez que ce que le RHDP dit, est-ce qui est juste? Moi, je vais ajouter c'est ce que je veux savoir. Rapidement, Michel Pétard. Allez, Michel Pétard. On a suivi tout ça, le dialogue, les 5 phases du dialogue. Mais quand c'est terminé, il était prévu un comité de suivi des différents points arrêtés. Mais le comité n'a jamais été mis en place. Mais c'est ce qu'il aurait été indiqué de faire. Parce que si on ne l'a pas fait, c'est qu'on n'a pas voulu vraiment arriver au point de finition de ces dialogues-là. On voulait maintenir le flou pour pouvoir accuser d'autres et leur jeter le alors, c'est l'heure de la réclame publicitaire. Pour ce qui concerne le RHDP, demain, nous avons une émission spéciale sur le programme de société du candidat de ce parti présidentiel. Mais avant, c'est l'heure de la réclame publicitaire. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Dans cette émission, nous faisons une lecture du programme de société du candidat Jean-Luc Billon. Prochaine question, Jacob Ekissi. Comment vous jugez sa volonté de bâtir des institutions fortes, crédibles dans un environnement encore partisan? C'est un pari que Jean-Luc Billon peut réussir s'il y met de la volonté. Nous sommes dans une logique républicaine où c'est une obligation pour tout candidat ou pour tout président d'aller vers les institutions fortes. Et c'est la difficulté qu'on a en Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'il y a une rupture, il n'y a pas de confiance entre le peuple et les institutions. On voit le cas de la CEI, on voit le cas de certaines institutions. Donc, c'est un projet qui n'est pas novateur, mais c'est un projet important. Et pour moi, si Jean-Luc Billon a la volonté, il peut réussir. Quand vous prenez par exemple le cas de la décentralisation, qui pour moi est la solution favorable, est la meilleure solution pour régler la question des disparités sociales. Est-ce que dans son programme, vous voyez la bonne solution? Déjà, le fait de parler de la décentralisation, parce que Jean-Luc Billon... Tous les pouvoirs en parlent, qui sont succédés en parlaient. Oui, tous les pouvoirs en parlent, et c'est justement le défaut qu'on a sur ce plateau. C'est que le représentant de Jean-Luc Billon n'est pas là pour nous expliquer de façon technique comment cette décentralisation va se faire. Parce que la décentralisation en Côte d'Ivoire, c'est vrai, elle n'est pas accomplie,
mais elle n'est pas aussi mauvaise. Mais je vais prendre l'exemple de la question de la tutelle au niveau de la décentralisation. Quand vous prenez le cas de la France, il n'y a plus de tutelle, le préfet il n'existe plus. En Côte d'Ivoire, le préfet est toujours là, même si c'est la tutelle et qu'il y a quand même une marge de manœuvre. Donc, des actions propres de cette collectivité décentralisée-là. La présence du préfet dans ce système de tutelle-là est très problématique. Et c'est pour ça que vous voyez, les gens ont les mains liées. Et nous savons tous comment la question des budgets de façon politique se gère en Côte d'Ivoire. Donc, vous allez vous rendre compte qu'on parle de décentralisation, on peut avoir la meilleure solution technique, mais si la volonté politique ne va pas avec, on va toujours se retrouver avec un Abidjan bourré de monde, avec toutes les structures de l'État. Et vous allez voir Yamoussoukro, qui est une grande ville, éparpillée, vide. Et c'est la plus grosse difficulté qu'on a avec tous ceux qui viennent au pouvoir. Il y a eu l'effort avec les refondateurs, avec la question de la décentralisation. Il y a eu l'effort juridique avec le pouvoir RHDP. Mais vous voyez, de façon opérationnelle, les choses n'arrivent pas à bouger. Les choses n'arrivent pas à bouger. Et le modèle, comme par exemple, vous prenez le cas de Tia Salé, qui est un modèle, je ne dirais pas parfait, mais qui est un très bon modèle, un très bon élève en matière de décentralisation, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas assez de décentralisation, on n'a pas assez de collectivités territoriales qui suivent l'exemple, je ne dirais pas d'Assalé Timoko, mais de Tia Salé. Donc c'est très compliqué, mais je pense que si Jean-Louis Billon se donne les moyens politiques, parce que là on parle politique, se donne les moyens politiques, il pourra réussir le pari de la décentralisation. Mettre fin aux subventions, créer véritablement donc, des affaires propres qui vont permettre à ces structures. C'est vrai, il y a une part des impôts qui vont échapper à l'État, mais si ça échappe à l'État et que l'État ne subventionne plus les collectivités, c'est bon à prendre. Bien. Donc moi, voilà, Jean-Louis Billon est dans une démarche dans laquelle tous les candidats, depuis que la Côte d'Ivoire existe, depuis, on va dire, 99, tous les candidats se sont inscrits. Ça n'a pas forcément marché. On espère qu'avec lui, si jamais Jean-Louis Billon, le plan B, malheureusement, du plan A, réussit, bon, ça sera bien pour la Côte d'Ivoire. Bien, là, nous sommes sur le point de la gouvernance. Gaël Lacroix, quelle lecture vous faites de sa posture sur la lutte contre la corruption? Et est-ce que vous voyez ici du pragmatisme ou de l'utopie dans son programme? Bon, moi, j'aime me référer d'abord à lui-même, son profil, avant de venir sur la question, parce qu'on doit savoir qui parle et puis qui veut faire quoi. On parle de Jean-Louis Billon, qui a été ministre du Commerce en Côte d'Ivoire, qui a été président du conseil régional, élu et tout. De tout le temps qu'il a pu être ministre, on ne l'a jamais entendu mouiller dans un scandale ou bien un faux dossier. Donc, je pense que question probité morale, question crédit, on peut lui accorder ce crédit-là. Mais ça a été quand même le cas pour tous les présidents ivoiriens. Pas forcément. Mais je n'ai pas envie de faire de procès d'intention. Je parle ici du candidat. Parce que qui ont tous été des candidats aussi. Il fait des promesses. Mais en même temps, quand quelqu'un fait des promesses, il faut regarder de qui il s'agit. Voilà, donc déjà de qui il s'agit, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, la question, c'est que très souvent, comme vous le dites, pendant que vous êtes dans l'opposition, vous pouvez tenir des promesses. Mais une fois que vous arrivez aux affaires, il y a toute une autre réalité qui vous attend. Et c'est ce qu'on a pu constater avec, par exemple, le président du RHDP. Le président du RHDP, pendant qu'il était dans l'opposition, avait dit des choses, et même quand il a pris le pouvoir au départ, on a senti que ça avait commencé à changer. Vous ne pouviez pas aller au plateau à 7h30, 8h, et puis voir que les gens sont absents. Et puis, à 15h, ils sont déjà descendus. Ils étaient tous là, ils pointaient et tout. La corruption et tous ces trucs-là, ça commençait à être réglé. Mais plus on a avancé dans le mandat, les vieilles habitudes sont revenues. Alors, Jean-Louis Billon, il peut avoir la volonté, mais il faut qu'il réussisse à faire ce dépassement-là. Il a déjà le bon profil pour le faire, mais, je le répète, dans l'application, on le constate qu'il ne nous explique pas. C'est ça un peu la difficulté. Il ne nous explique pas de façon claire. Il a parlé de concours payants, il a parlé de mauvaise gestion de l'administration, parlé un peu des détournements, mais ce sont des choses qu'on sait.
Mais au moment, quand on le sait, qu'est-ce que vous proposez de façon concrète comme solution? Comme solution dans les détails, dans les faits, pour qu'on puisse savoir que ce que vous dites là, c'est pragmatique, c'est possible de le faire, ou bien si vous êtes en train de nous vendre du rêve, on pourra vous dire aussi que vous êtes en train de nous vendre du rêve. Mais je veux en même temps profiter pour déplorer un fait. La dernière fois que j'étais ici, j'ai oublié de le faire. Ils sont candidats à la présidentielle, et puis on s'étonne qu'ils n'ont pas de représentants pour venir sur les plateaux. Mais ça, Ils ne sont pas à la hauteur des plateaux télé. C'est pas sérieux. Parce qu'on a quand même des retours des téléspectateurs sur les réseaux sociaux. C'est pas nous, analystes, certains représentants passent à la hauteur. C'est pas nous, analystes, qui allons venir ici pour expliquer leur projet à leur place. Alors nous, à la limite, si on veut être honnête, selon les données qu'on a reçues, et puis on fait l'analyse, on aurait été plus à l'aise si leurs représentants étaient ici pour pouvoir effectivement nous donner les éléments, et puis nous, par derrière, on allait essayer de décrypter. Malheureusement, ils ne sont pas là, donc on fait comme on peut. Alors, je vais chuter pour dire qu'on observe, c'est le peuple qui va juger, mais à la limite, moi j'ai l'impression que Jean-Luc Billon, bon, il est juste candidat pour être candidat pour la figuration. Non, il dit qu'il est candidat pour être président, qu'il gagnera même le président Ouattara. Et là, moi, un coup KO dans le premier tour. Je décide ici, cette fois-ci, de me jeter à l'eau et de donner mon point de vue. Quelqu'un qui ne peut pas faire venir son représentant sur ce plateau, je pense qu'il n'est pas sérieux dans son ambition. Mais il y a même le RHDP aussi qui ne répond pas souvent aux invitations. Le jour où on sera sur ce plateau et que le candidat du RHDP ne sera pas là, je dirai pas. Bien, demain, nous avons envoyé depuis des semaines des invitations aux partis politiques et nous rappelons chaque veille l'émission et les différentes thématiques. Le RHDP est invité et même après cette émission, nous allons rappeler une nouvelle fois les personnes en charge du porte-parole du parti quant à cette présidentielle. On verra bien demain s'ils seront sur ce plateau. Michel Betta, prochaine question. Jean-Luc Billon semble miser sur la production locale. Est-ce que pour vous, c'est un pari réaliste dans une économie ouverte comme la nôtre? Oui, non, mais la transformation locale, il le fait déjà au niveau industriel, parce que c'est un chef d'entreprise dont on connaît déjà le potentiel en matière d'huilerie, de savonnerie, de caoutchouc et d'autres produits. Bon, aujourd'hui, il pense pouvoir mettre ça de sorte que ça puisse irriguer l'économie nationale, faire en sorte qu'il y ait des champions nationaux qui puissent transformer tout cela. Mais avant de parler de sa capacité au plan local, j'aimerais revenir un peu sur la gouvernance, notamment la décentralisation dont vous avez parlé. Jean-Luc Billon, dans son programme de décentralisation, il s'est présenté d'abord comme un chef d'entreprise, donc habitué aux résultats. Habitué aux résultats, donc à cet effet, pour voir si ce programme de décentralisation-là va être effectif et apporter les résultats adéquats, il entend mettre en place un comité, un organe de contrôle de ces différentes actions. Mais moi, je dis, est-ce que ce n'est pas encore une administration de plus? Parce que toutes ces administrations sont déjà là, les préfets, ils sont en charge du contrôle, les différentes entités au plan local sont en charge du contrôle. Donc, bon, il en ajoute encore à une autre entité qui aura certainement besoin d'être financée, d'être installée. Et je me demande si en 5 ans, il peut le faire, tout cela. Il pourrait déménager dès sa prise de fonction à Yamoussoukro pour décentraliser Abidjan. Et il indique qu'il y a déjà des locaux qui ont été déjà créés par Félix Oubagny et que ce local-là sera pris en compte afin que la présidence puisse déménager. Il nous l'a promis, Ouattara l'avait promis, il ne l'a pas fait, bien aussi le promet. Maintenant, pour en revenir à la question du développement local, Billon insiste sur un fait, il dit que les champions nationaux sont là. Mais c'est le peu d'attention qu'on leur accorde qui fait que jusqu'ici, on est en train de parler, de vouloir les accompagner. Et il propose des fonds souverains pour les accompagner. Moi, c'est sur ce point-là, j'ai estimé que ces fonds étaient insignifiants par rapport à l'ambition de la Côte d'Ivoire. En quoi ces fonds sont insignifiants? Non, quand tu veux mobiliser 500 millions et 500 milliards pour 5 ans, mais 5 ans, c'est la fin de ton mandat. On dira 1 milliard par an. 1 milliard par an, non, 50 milliards. 100 milliards par an. 100 milliards par an. Mais 100 milliards pour financer les start-up, le développement. Je pense que ce n'est pas, au regard des ambitions qu'on a,
Parce qu'il ne faut pas se le cacher. La Côte d'Ivoire a un budget de 17 000 milliards. Et avec ça, on n'arrive pas à régler ces questions-là. Maintenant, quand toi, tu vas mobiliser 500 milliards par an, c'est écrit dans son programme. Moi, je pense que peut-être c'est une erreur de frappe, mais si c'est vraiment ça, c'est pas, comme tout le monde l'a dit, son représentant étant là, nous aurait éclairé. Mais si c'est vraiment ça, je crois que c'est pas ça colle pas aux ambitions de notre pays. Hein, mobiliser, et puis en 5 ans, bon, tu as fini ton mandat. Hein. Si tu l'as fait en 5 ans, et maintenant, c'est d'autres qui vont venir appliquer les mesures que tu entends mettre en œuvre. Bon, pour dire qu'en fait, tu ne donnes pas des assurances en matière financière de ce qu'il est capable de faire. C'est vrai, la littérature est bonne, la présentation est bonne, mais parce qu'après, c'est comment le faire, avec quels moyens. C'est pas, je le disais dans le temps d'émission, pour moi, les candidats, beaucoup de candidats ont empêché par ce volet-là. Parce que, moi je dis, le budget de la Côte d'Ivoire est bien affecté à tous les chapitres. Quand tu veux faire quelque chose avec une partie de ce budget-là, il faut dire où tu le prends et comment tu le réinvestis. Ou bien si tu veux capter, comment tu captes de l'argent. C'est ça la grande question. Parce qu'il ne s'agira pas de dire je vais faire, mais il faut le dire avec des chiffres, avec des données qui sont disponibles. Tant qu'on n'y arrive pas, nous sera difficile d'accorder du crédit à tout ce que les candidats veulent nous vendre. On parle de créer un fonds souverain. Mais quand tu vas créer un fonds souverain, mais tu prends l'argent où? Et avec qui? Voilà, tu parles de la diaspora. Mais la diaspora, même tous les projets qu'on a fait en faveur de la diaspora, vous savez, je me souviens que j'ai suivi une action du ministère de l'Affaires étrangères. Ils demandent l'argent. Eux-mêmes n'ont pas l'argent pour investir. Eux-mêmes, ils demandent d'avoir l'argent. Ils disent, donnez-nous l'argent, on va investir. Si c'est que vous nous dites là, on a compris, mais on veut l'argent. Bon, bref, pour dire que la diaspora ivoirienne n'est pas assez puissante pour pouvoir vraiment avoir une masse financière énorme pour pouvoir nous aider au financement. Il faut le chercher ailleurs qu'au niveau de la diaspora. Alors, parlant des financements, il y a aussi sa volonté de transformer les ressources locales. Est-ce que cette volonté peut-elle réduire la dépendance extérieure de notre pays? Oui, c'est une volonté qui peut réduire la dépendance extérieure. Mais pour ça, on revient toujours sur la question des finances publiques. Parce que tous les candidats disent vouloir financer leurs projets avec les deniers publics. Il y a un premier problème. Quand le RHDP n'est plus au pouvoir et que vous venez au pouvoir, vous êtes héritier d'une dette. C'est une question fondamentale en matière de gestion des finances publiques. Comment amortir la dette? C'est un problème qu'on vous offre, qu'on vous sert sur un plateau d'or. Vous réglez la question comment? Et les candidats se projettent, notamment Jean-Luc Bion. Jean-Luc Bion parle d'assainissement des finances publiques. Mais vous savez, la question de l'assainissement des finances publiques est une question très, très importante. Et elle doit être traitée avec rigueur. Aujourd'hui, on a les directives de l'UEMOA, donc sur portant code de transparence des finances publiques, sur la loi donc, des finances. On a également le code des marchés publics. Nous avons un arsenal juridique qui est quasi parfait. Mais dans l'opérationnalisation, vous vous rendez compte qu'on a énormément de difficultés. Aujourd'hui, les points sont énumérés. On a aujourd'hui le SIGOB, qui est le système de gestion des opérations financières de l'État. Le SIGOB est connu. C'est un mécanisme qui s'appuie sur la gestion axée sur les résultats. C'est un mécanisme qui s'appuie sur la démarche qualité. C'est-à-dire c'est un très beau mécanisme de gestion des finances publiques. Mais vous voyez, on parle encore de deniers publics qu'on ne retrouve pas. On parle encore de corruption. La plus grosse difficulté, c'est de régler la question de la gestion des finances publiques, à la fois au niveau de la responsabilité des acteurs et dans la gestion technique même. On sait que pour engager l'État dans une dépense, il y a des étapes. On a l'engagement, on a le mandatement, donc l'engagement qui est la volonté chiffrée, la volonté économique de pousser l'État à faire des dépenses. On a le mandat, on a la liquidation, on a même la vérification du service fait. C'est des choses qui existent avec le contrôle financier. Mais quand on finit de faire tout ça, et que par moment on se retrouve avec des marchés publics, avec des soumissionnaires qui ont exécuté des marchés, soit qui ont mal exécuté des marchés, ou qui n'ont même pas du tout exécuté des marchés, mais qui ont été payés. Vous voyez, on a autant de difficultés.
C'est bien de dire vouloir rassembler tous les fonds possibles pour financer le développement en Côte d'Ivoire. Mais même quand vous avez les fonds, si vous n'avez pas la sagesse qu'il faut, la sagesse de la gestion, et que vous n'avez pas en plus de cela la responsabilité, quels que soient les fonds que vous aurez, vous allez les dilapider comme ça existe depuis un moment. Sagesse, responsabilité, est-ce que vous pensez que le candidat Jean-Luc Bion n'a pas ces valeurs? Jean-Luc Bion est tout aussi comptable de la gestion RHDP, même si c'est vrai qu'à un moment donné... Il dit de la meilleure partie du bilan du RHDP, selon ses propos sur la chaîne nationale. C'est ce que je veux. Vous savez, il faut aller jusqu'au bout dans la responsabilité. Quand vous avez participé à la gestion d'un État, il faut l'assumer. Il ne faut pas prendre un pan. Oui, quand j'étais là, tout était beau. Et parce que je ne suis plus là, bon, derrière moi, voici, vous voyez tout ce qui se passe. C'est trop facile de faire ça. C'est trop facile de faire ça. Jean-Luc Bion n'est pas Jésus. Bien. Dans la question de la gestion de son administration, quand il était ministre, nous sommes rejoints par Eric Bayala. Bonsoir. Bonne arrivée. Alors, Gaël Lacroix, comment vous jugez sa stratégie de financement interne sans hausse de la dette publique ivoirienne? C'est intenable ou impossible. Là, je suis désolé. Non, il a dit vouloir réduire la dette publique, mais il va s'en... Non, en fait, pour réduire la dette publique, d'où tu gagnes les fonds, soit c'est à l'extérieur, soit c'est en interne que tu prends les moyens. Alors que pour prendre les moyens, c'est forcément l'État dispose de quel autre moyen que de mettre la pression fiscale. Et donc il a parlé d'organiser le secteur informel. Il compte beaucoup sur ce secteur-là. Mais en même temps, ce secteur-là, Awadon Bello même en a parlé aussi. C'est-à-dire que si vous formalisez le secteur informel, les gens qui sont dans l'informel, là, ils sont là pourquoi? C'est parce que justement, ils n'ont pas les moyens. Ils ont peur de la pression fiscale. Ils sont là-bas. Donc, vous voulez les sortir de l'ombre, les envoyer à la lumière et puis leur prendre ce qu'ils ont. Je doute qu'ils puissent réussir à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire sur la question. Bien, alors nous allons maintenant parler éducation, emploi et capital humain. On a 13 minutes pour terminer. Mais avant, Eric Bayala, dans l'ensemble, quelle lecture faites-vous du programme de société du candidat Jean-Luc Bion? Ce que je peux dire d'abord, à l'image du candidat Jean-Luc Bion, je voudrais déjà saluer tous les autres candidats qui vraisemblablement ont proposé aux Ivoiriens un certain nombre de projets, un certain nombre de programmes de société. Maintenant, c'est quant au réalisme et à la faisabilité de ces différents pans qu'ils ont développés. C'est à ce niveau-là que nous nous interrogeons. Bien, vous trouvez qu'il est irréaliste? Non, pas à tous les niveaux. À un certain nombre de... Tout à l'heure, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la question du financement économique, comment la question de la dette, comment est-ce que mobiliser les ressources pour que la Côte d'Ivoire soit, j'allais dire, financièrement indépendante, qu'elle n'ait pas trop ce regard tourné vers l'extérieur à partir donc des ressources nationales, tout et tout. Mais vous savez que la Côte d'Ivoire ne vient pas de naître. Et tous ceux qui sont dans l'assiette fiscale sont déjà connus jusqu'à présent. Et une chose est sûre, si vous voulez faire une autre mesure, c'est-à-dire que quand vous baissez la TVA, par exemple, une chose est sûre, c'est un manque à gagner. Ce manque à gagner-là, où est-ce que vous le prenez pour pouvoir compenser? La Côte d'Ivoire n'est plus à un budget de 4 000 milliards. Nous en sommes pratiquement à 15 000. Pour cette année, on avoisinerait les 17 000. Et quand on regarde, il y a effectivement une part extérieure qui vient combler. Ça veut dire que l'assiette nationale elle-même déjà ne suffit pas pour supporter notre économie. Bon, maintenant, vouloir venir présenter la situation pour dire qu'on pense véritablement avoir toutes les ressources au niveau national, je crains que ça soit de l'utopie. Bien. Alors, Michel Betta, le projet de société de Jean-Luc Bion identifie le capital humain comme la clé du développement. Prochaine question, est-ce que pour vous, c'est une bonne approche? Oui, non, on ne peut pas développer sans capital humain. Formation, éducation, emploi, ça va de soi. Mais Jean-Luc Bion peut bien ramener les internats, je veux dire, ramener l'école au cœur de son développement. Il dit encore vouloir donner plus de moyens au corps enseignant, c'est-à-dire revaloriser ce corps-là au plan financier. Bon, c'est des approches, je dis que ça, vraiment, c'est des approches sociales. Moi, j'appelle ça des approches sociales. Et vous voyez qu'en finançant le social,
c'est difficile d'atteindre un niveau économique pour surtout nos pays. Si aujourd'hui, l'État a été obligé de mettre l'accent plutôt sur le développement économique que sur le développement social, c'est parce que le social n'est pas aidé. Hein. Financièrement, quand tu prêtes de l'argent, personne ne veut que tu donnes. On veut que tu investisses pour booster l'économie. Aujourd'hui, on en est tout naturellement à même de s'interroger où Bion prendra ces ressources-là pour augmenter le salaire des enseignants, comme il le dit. Parce que, en fait, c'est ce qui est dommage. Moi, je dis, il faut que ceux qui prétendent vouloir diriger la Côte d'Ivoire regardent notre assiette budgétaire. Elle existe à tous les chapitres. Mais où tu prends cet argent-là pour donner aux enseignants? Si tu finis de donner aux enseignants, les autres vont demander. Les médecins vont demander, tous les fonctionnaires vont demander, puisqu'ils sont même dans une quête de demande, tous. Donc, tu vois, on est après des 4 000 milliards annuellement pour les fonctionnaires. Si tu commences à augmenter pour une catégorie, tu devras augmenter pour les autres. Donc, je veux dire que c'est tellement qu'on va monter peut-être à 1000 milliards de plus encore, bien, je ne sais plus. Bien. Donc, bref, pour dire que, en fait, on a de bonnes intentions. C'est beau, hein? C'est beau à voir parce qu'on veut ramener l'internat. L'internat, c'est du social. Parce que tu n'as pas dit aux parents, je ramène l'internat à l'école, payer, manger de vos enfants, ils ne vont pas accepter. Parce que pour eux, quand tu ramènes l'internat, c'est pour nourrir les enfants. Et c'est pourquoi, à un moment donné, l'État était obligé d'abandonner ce volet-là. Parlons d'internat, Eric Bayala, lors d'un meeting du candidat Jean-Luc Bion, il a eu à dire qu'il a fait le SEMA, l'ex-SEMA d'Abobo, qu'il était à l'internat et qu'il a l'impression que l'école qu'il a eu à faire en 1975 est la même qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La situation de l'école ivoirienne n'a pas évolué. Commentaire? Oh non, mais je pense que, avec tout le respect que j'ai pour M. Jean-Luc Bion, il ne peut pas dire que l'école n'a pas évolué. Quand on a souvent 80 élèves dans une même classe. Mais justement, le problème, c'est que quand nous sommes en 1975, la Côte d'Ivoire comptait combien d'habitants? Et puis ensuite, il y a eu une importante évolution de notre démographie, mais les investissements au niveau donc, de l'école n'ont pas suivi. C'est-à-dire que vous avez dans une cité bien donnée 2 écoles primaires, par exemple, pour 500 élèves. Avec internat. Avec internat. Et puis on supprime les internats par la suite. Et l'année qui suit, le nombre d'élèves qui était de 500 passe à 600, mais vous avez toujours encore les mêmes écoles. Et après, ainsi de suite, le nombre d'élèves augmente, croît, mais les infrastructures pour accompagner n'ont pas suivi. Et donc, c'est pour cela que le fossé a été important. Et quand vous regardez, de 600 établissements que nous avions jusqu'en 2011, l'État de Côte d'Ivoire a fait un investissement important pour ramener les chiffres un peu plus à 2. Est-ce que sa politique de construction des internats, pour vous, est la bonne et réaliste également? Une chose est de proposer, mais l'autre, c'est de la réaliser. Oui, non, mais le souci, est-ce qu'en l'état actuel, on a plus besoin d'écoles ou bien on a plus besoin d'internats? Parce que le gap en termes de construction des classes, d'écoles, pour pouvoir absorber le trop-plein nombre d'élèves, nécessite qu'on investisse plus dans la construction de classes, de nouvelles classes, que de construire les internats. Parce que vous construisez les internats, on risque de se retrouver encore avec un nombre pléthorique, parce qu'il faut dire que, selon le schéma ancien, chaque établissement avait à son sein un internat. Et donc maintenant, si vous construisez les internats, ça veut dire, selon mon entendement, que logiquement, on ne peut pas construire un internat seul sans qu'il n'ait à côté des établissements pour accompagner. Or, dans sa politique, il est très clair qu'il pense revenir au système des internats, c'est-à-dire que les établissements que nous avons maintenant, c'est à l'intérieur de ces établissements-là qu'il faut construire les internats. Or, en construisant les internats à l'intérieur de ces établissements, vous ne réglez pas le problème du nombre pléthorique des élèves. Il faut plutôt construire le nombre de classes. Et puis, quand on a, j'allais dire, moins d'élèves dans une classe, ça fait en sorte que le suivi au niveau de l'enseignant est plus percutant que d'avoir beaucoup Eric Bayala. Et moins de Alors, classes. Jacob Ekissi, faut-il construire des internats pour laisser des écoles ou construire les deux? Est-ce qu'on a la possibilité et les moyens nécessaires de faire les deux? Il est possible de construire les deux. Et c'est d'ailleurs pour cela que le secteur privé est là. Aujourd'hui, nous avons plein de projets immobiliers qui poussent à Abidjan et un peu partout.
si vous avez des politiques incitatives et que vous arrivez à intéresser des promoteurs, ils auront cette facilité-là, donc de pouvoir proposer des cités universitaires, mais pas publiques, des cités universitaires privées, et avec les exonérations, même si Jean-Louis Billon n'est pas d'avis avec ceux qui prônent l'exonération, mais avec les exonérations et d'autres politiques excitatives et incitatives, vous pouvez réussir à gagner le cœur des promoteurs. Et moi, je dis que la question de l'éducation, qu'il s'agisse de la construction d'écoles ou d'internats, c'est très important. Pourquoi je dis c'est très important? Parce qu'en Afrique, c'est ce que nous négligeons. C'est d'ailleurs pour cela que, même quand nous nous retrouvons avec une économie qui est croissante, on a des difficultés. On parle de capital humain. Mais le capital humain, en amont, il faut pouvoir financer la qualité du capital humain. Et le financement de la qualité du capital humain commence par l'éducation, commence par la formation. Aujourd'hui, les gens nous vantent ce qui s'est passé avant. Nos parents nous parlent d'internat. Oui, avant j'étais à l'internat, nous étions très bien traités. Ne pensons pas que c'est un rêve. Ce sont des choses qui peuvent se faire. Le manque à gagner lié à la corruption peut permettre de déjà commencer à investir dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la corruption bouffe beaucoup d'argent. 1400 milliards. Voilà, beaucoup d'argent pour l'État. Si aujourd'hui, les mécanismes que nous avons mis en place sont des mécanismes qui sont respectés et qu'il y a la police derrière les gestionnaires, donc des fonds publics, vous allez voir que ce manque à gagner là va commencer à baisser. On aura les moyens de financer le social. C'est parce que nous négligeons l'aspect sociologique du capital humain. C'est pour ça qu'après, nous nous retrouvons avec déjà la prolifération des écoles boutiques. Pourquoi? Parce que l'État dit, je m'en fous de la qualité, parce que je n'ai pas les moyens, je veux que vous construisez des écoles. Et vous allez vous retrouver avec des fondateurs qui créent des écoles et après, il a la licence, on lui dit simplement que cette école-là n'est pas connue. Pourtant, on l'a affectée. Cette école n'est pas connue. Donc, vous voyez, la question du financement, du social, il ne faut pas bâcler parce que nous n'avons pas atteint le niveau de croissance que nous voulons. C'est d'ailleurs la chose la plus essentielle. Parce que les industries que vous promettez aux gens, ces industries-là fonctionnent par qui? Encore par des Français ou par des expatriés? Ces entreprises et ces industries, elles doivent fonctionner avec des Ivoiriens. Et c'est la plus grosse difficulté qu'on a. À supposer qu'aujourd'hui, nous décidons d'aller vers un investissement pour les industries lourdes, vous allez trouver combien de jeunes Ivoiriens qui ont la capacité d'aller donc dans le domaine du nucléaire. Aujourd'hui, on parle de l'automobile. La dernière fois, je disais clairement, en 2017, on a une mesure qui nous dit 5 ans, les véhicules de plus de 5 ans ne doivent pas entrer. Vous n'êtes pas un constructeur automobile et vous dites qu'on n'a pas besoin de véhicules. Mais l'effet immédiat, c'est quoi? Aujourd'hui, les véhicules sont devenus chers par rapport à 2017-2016. Quand nous n'avons pas les moyens de pouvoir endiguer, si vous voulez, la cherté de la vie, au moins au niveau du social, il y a l'effort qu'il faut faire. Et c'est d'ailleurs pour cela que moi, et ça c'est une conviction qui est personnelle, pour moi, il faut avoir un candidat qui est beaucoup plus porté sur les idéologies de gauche. Je ne dis pas un candidat de gauche, mais qui a un projet qui est axé sur le social. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui ont des ponts. Les Ivoiriens aujourd'hui se débrouillent avec des voies qui sont bitumées. Mais le problème des Ivoiriens, c'est qu'ils n'arrivent plus à manger. Aujourd'hui, on va avec des sachets, on ne va pas avec des paniers. C'est le véritable problème de celui qui se retrouve chez lui à la maison. La question de la cherté de la vie, elle est très essentielle. Merci. Alors, Gaël Lakpa, un mot sur la vision sociale du candidat Jean-Louis Billon, également sur le capital humain, rapidement, 2 minutes pour terminer. Le capital humain, ce qui nous ramène à la question de l'éducation. Je vais aller vraiment très vite, de façon synthétique. Je n'ai pas entendu parler de la situation du privé dans l'éducation. Alors que le privé occupe près de 70%, plus de 70% du secteur formation, éducation-formation. Mais on sait combien de fois les professeurs du privé et enseignants du privé triment. Ils tirent le diable par la queue. Souvent même, il y a des enseignants que vous pouvez trouver qui n'ont même pas le SMIC à la fin du mois. On a vu Jean-Louis Billon parler d'éducation, des promesses. On va faire ceci, on va faire cela. Mais ceux-là, on n'a pas entendu parler d'eux. La formation des jeunes, au niveau de la formation, ils proposent une rénovation au niveau de la formation, du genre une formation B2B, c'est-à-dire que l'établissement qui forme en même temps est directement rattaché à des entreprises pour pouvoir essayer de régler un peu le problème du chômage. Au niveau de la santé, il n'y a pas d'innovation. Pour moi, c'est la même chose que le RHGP fait. Il promet de construire
des hôpitaux, des dispensaires et tout. C'est la même chose, je n'ai pas revenu là-dessus. Ils souhaitent encourager aussi l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a un élément que je n'ai pas entendu, malheureusement, qui est aussi important. La question du coût du transport. Le transport qui est cher. On n'a pas entendu Jean-Luc Billon là-dessus. Il y a la question du loyer. Et bizarrement, on n'entend aucun candidat là-dessus. Quand vous entendez un candidat s'exprimer là-dessus, il parle des logements sociaux, comme le RADP l'a dit. Mais ce n'est pas seulement, tout le monde n'est pas dans des logements sociaux en Côte d'Ivoire. On dit qu'il y a des privés qui construisent des maisons et que les Ivoiriens trouvent à disposition. Ils sont venus louer ces maisons-là. Mais ces maisons-là, aujourd'hui, le prix est passé du simple au quadruple ou bien au triple. Quelle solution on trouve? Le ministère de la Constitution doit normalement faire des plafonnages, réglementer ce secteur-là. Personne n'en parle. Contrôler. Il y a aussi, pour finir, la question de l'orpaillage clandestin, qui est en train de détruire nos sols, qui est en train de détruire nos forêts, qui a un impact sur l'écologie. Alors là encore, ils sont mieux. Bien. Merci Gaël Lacroix, merci Jacob Ekissi, Michel Betta, Eric Bayala. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous demain à 19h30 pour un autre numéro d'Entre deux News. Demain, c'est une émission spéciale sur le programme de société du candidat du RHDP Alassane Ouattara que nous aurons sur ce plateau. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.